fois de plus parler des moments énigmatiques qui ont finalement marqué l'histoire du Congo-Brazzaville depuis l'indépendance. Et pour en parler aujourd'hui, nous serons avec M. Modeste Boukadia, qui est le président du Cercle des démocrates et républicains du Congo, en sigle CDRC. Il est également ancien candidat, il a été ancien candidat donc à l'élection présidentielle de juillet 2009. Avec lui donc, chers téléspectateurs, nous allons parler du cinquantenaire qui pointe à l'horizon, ce qu'est devenu le Congo aujourd'hui. Président Modeste Boukadia, bonjour. Bonjour. Alors, pour commencer, est-ce que pour vous, le Congo qui a eu l'indépendance le 15 août 1960 avait mérité cette indépendance, pour ainsi dire? Je vous remercie de cette question, mais je voudrais d'abord apporter une petite précision. Oui, allez-y. J'étais certes candidat à l'élection présidentielle déclarée, mais je ne suis pas allé au bout de cette déclaration de la candidature parce que les conditions d'organisation de cette élection présidentielle de juillet 2009 n'étaient pas réunies. Compte tenu de l'engagement que j'avais pris vis-à-vis du peuple congolais, j'avais préféré me retirer. Donc j'avais pris rendez-vous avec le peuple congolais et la terre du Congo le 9 juin 2009, dès lors où le candidat Sassou Nguesso avait déclaré sa candidature à sa propre succession. Le candidat président Sassou Nguesso. Le candidat président Denis Sassou Nguesso, dès lors où il était le président de la République, chef de l'État, premier ministre et chef de gouvernement, sa candidature venait ainsi, pour ainsi dire, démissionner de fait le gouvernement. Ça veut dire que nous n'avions plus, je vais revenir à la question, nous n'avions plus d'institutions pour conduire les élections présidentielles. On a tout compris. Ceci étant dit, il faut, parce que je ne voudrais pas être classé dans la catégorie des autres leaders politiques qui ont cautionné le coup d'État constitutionnel. Ceci étant dit, le Congo méritait-il d'être indépendant? Je viens de répondre en gros, en disant que si le Congo méritait d'être indépendant, on n'allait pas avoir ces dérives institutionnelles. Ça veut dire que si nous avions mérité l'indépendance, nous devions avoir l'ensemble des institutions stables. Mais avant d'arriver à l'indépendance, le 15 août 1960, revenant à une date clé, le 28 novembre 1958, date de la déclaration de la République du Congo. C'est là où l'enfant Congo est né. C'est cet enfant-là qui, finalement, 2 ans plus tard, va être considéré comme majeur. Pensez-vous qu'en 2 ans, un enfant puisse être majeur? Est-ce que selon vous, il y a quand même eu des pères de l'indépendance, des gens qui ont plus ou moins lutté, entre guillemets, pour que le Congo arrive jusqu'à l'accession de cette indépendance le 15 août 1960? Est-ce que vous avez une idée sur un certain nombre de pères ou un certain nombre de leaders qui, à l'époque, étaient en train de militer pour que le Congo aille à l'indépendance? Oui, c'est vrai, il y a eu ce qu'on appelle la fameuse idée qui a séduit le monde, le panafricanisme, qui a donné d'ailleurs l'idée de l'organisation de l'unité africaine, dont les grands-pères, justement, de cette indépendance nominale de l'Afrique, soit dit, c'est Kwame Nkrumah, Nyerere, et notre ami qui nous a plus ou moins poussé dans la farine, Sékou Touré. Sékou Touré de la Guinée. De la Guinée. Au Congo, je n'en vois pas véritablement les grands leaders de cette époque-là qui se sont battus pour sortir de la mère patrie. Parce que quand on parle d'indépendance, c'est toujours un combat de longue haleine qui a une histoire dans le temps. Est-ce qu'au niveau du Congo, il y a eu ce combat? Il y a eu ce combat. Selon vous, il n'y a pas eu ce combat?
L'abbé Fulbert Youlou, Non, l'abbé Fulbert Youlou, Félix Tchikaya, c'était des... Jacques Opango. Jacques Opango, quoique Jacques Opango, c'est très important, celui qui a appelé à ce qu'on soutienne la France dans la guerre. C'est-à-dire, quelque part, nous pouvons dire que l'indépendance du Congo est une récompense d'avoir aidé la France à ne pas être sous le joug du nazisme d'Hitler. Parce que sans le Congo, sans les militaires congolais formés, d'ailleurs actuellement ce qu'on appelle à l'époque, venus des enfants de troupes Leclerc, parce que les troupes de Leclerc venaient d'ici. Donc je peux dire que l'indépendance du Congo, c'est une indépendance de récompense. Ce n'est pas une indépendance de lutte. C'est peut-être pour ça aussi que, à l'issue du 15 août 1960, les gens ont voulu former une certaine... parce qu'ils étaient frustrés. Ils ont formé le 15 août, 13, 14, 15 août, les journées révolutionnaires. Je pense qu'il y a eu ce manque. C'est pour ça que nos aînés aujourd'hui, qui étaient encore des jeunes gens, à fleur de l'âge, c'est-à-dire qui avaient la bougeotte dans la tête, avaient confondu le régime du président Youlou comme étant un régime réactionnaire, impérialiste. Il se trouvait toujours dans cette dynamique, comme si la France occupait le Congo. Est-ce que c'est le fait que le président Youlou, avec son vice-président, le président Jacques Opango, incarnait la politique de la continuité de coopération avec la France, dans ce qu'on appelait la politique de la communauté? Est-ce que c'est dans ce cadre-là que les révolutionnaires, beaucoup plus tard, ont confondu? 3 ans plus tard. 3 ans plus tard. Je n'en sais rien, mais en tout cas, en ce qui concerne les indépendances, en particulier de l'indépendance de notre pays, je pense, étant né français, comme tous ceux qui sont nés de la même époque, comme le président Sassou Nguesso, comme mon grand frère, le théoricien Ndala, il est né dans les indépendances, il est donc français. Le politicien. Tous les politiciens actuels, ce sont des Français. Je pense que pour nous, Congolais nés français, c'est un licenciement abusif de la mère patrie, puisque nous étions déjà français. Et on nous a obligés, presque on nous a éjectés de la France, en disant vous n'êtes pas ici, parce que, effectivement, si le Congo était resté français, si le Gabon était resté français, si le Tchad était resté français, si le Mali était resté français, vous voyez tous ces enfants. Est-ce que la métropole aurait eu suffisamment le budget nécessaire pour satisfaire aux besoins vitaux? Donc selon vous, si on comprend bien, si la France finalement, puisque vous parlez de l'inexistence d'une lutte pour accéder à l'indépendance, donc si la France finalement a concédé, pour ainsi dire, ou a octroyé l'indépendance au Congo, c'était simplement pour se débarrasser d'un certain nombre de charges. Sinon que la France n'avait pas besoin de donner l'indépendance. Absolument. Si ce n'était pas ça, figurez-vous que quand même l'économie de la France, je peux parler par exemple de la ville de Marseille, avec M. Gaston Defferre, qui était le maire, dont l'économie dépendait directement des entreprises ou des concessions exactement existantes au sein du moyen Congo, c'est-à-dire le Gabon, le Congo, plus ou moins l'Angola, mais c'est un peu plus loin. Disons le Tchad, toutes ces concessions faisaient vivre l'économie de la mère patrie. Pensez-vous que vous pouvez laisser la liberté à ces régions qui vous font vivre, si ce n'était pas une question économique? Donc c'est ce qui justifie finalement la loi Gaston Defferre, la loi cadre. Donc Gaston Defferre avait besoin de rester en fait dans le pays, dans les, comme nous appelons ça, les territoires, pour que finalement il fasse vivre encore la France. Mais aujourd'hui, on parle de la communauté de l'époque. Aujourd'hui, vous voyez bien que notre économie est à 100% dépendante de l'économie française. Ça veut dire qu'il n'y a jamais eu d'indépendance. Et pourtant Gaston Defferre n'existe plus.
Mais la France, c'est la continuité. La France, c'est la continuité. Ce n'est pas parce qu'il y a un président qui change en France que les choses changent. C'est ce qu'on appelle la continuité de l'État. C'est ce que je regrette chez nous, du reste, que nos aînés n'arrivent pas à appliquer la politique de la continuité de l'État. Ce n'est pas parce que le président Youlou, qui était parti, est parti, qu'on a chassé, que le président Massamba Deba, qui est parti, que tout ce qu'ils avaient fait était mauvais. Qu'est-ce que vous regrettez que le Congo avait au temps de Youlou ou de Massamba Deba qu'on n'a pas pu conserver? Par exemple quoi? La qualité des écoles, la qualité de l'accueil des citoyens dans les différents ministères. Encore à l'époque, les ministères, c'était des ministères. Les gens savaient la responsabilité qu'ils avaient au niveau des ministères. Aujourd'hui, personne ne sait si on a des ministres. Ils ont le nom. Mais aucun ministère ne fonctionne réellement. C'est ce que je regrette, qu'il n'y ait pas eu une transmission de la gestion de l'État aux successeurs. C'est peut-être dû du fait que les révolutionnaires de l'époque, c'est-à-dire les Noumazala, les Ndalagra, les Lissouba, n'avaient pas une culture réellement de la gestion d'État. C'est pour ça qu'ils ont venu bouleverser cela, qu'ils ont confondu qu'un État qui existe, on enlève parce que, alors qu'ils savent très bien qu'on prenne, ce n'est pas parce que j'ai résidé longtemps en France, qu'on prenne l'exemple de la France, qu'on prenne l'exemple de l'Allemagne, qu'on prenne l'exemple de la Grande-Bretagne, que l'on prenne l'exemple de la plus vieille démocratie, c'est-à-dire les États-Unis. Il y a toujours une succession. Quand un chef d'État est là, il a un programme. Quand il s'en va, son programme continue, mais le nouveau qui vient, non seulement applique pour que son programme continue, mais il lance aussi des travaux. C'est ce que j'avais proposé, par exemple, en 2009 au président de la République. Il a œuvré, laissant-lui la chance de sortir par la grande porte. Nous allons continuer son projet. Alors, donc, si on vous comprend bien, c'est pour dire que, parce que le Congo a quand même connu des grands leaders politiques, des hommes politiques quand même éminents. Vous avez parlé de Ndalagraï, vous avez aussi le feu Noumazalaï, paix à son âme. Alors, selon vous, ces gens-là se sont trompés d'idéologie, parce qu'à l'époque, quand l'abbé Philbert Youlou est chassé, le président Youlou est chassé du pouvoir, en 1963, arrive Massamba Deba qui crée le MNR. Est-ce que vous avez connu le MNR? Tristement, malheureusement. Tristement, malheureusement, oui. Ils se sont trompés. Ils se sont trompés parce que on ne fait jamais une révolution dans un pays où il n'y a pas d'entreprise. Et que lorsqu'ils entraînent le socialisme, on peut dire, c'est un enfant avorté, c'est un prématuré du point de vue économique. La seule économie qui existe, c'est l'économie capitalistique. C'est-à-dire, il y a un capital, et ce capital constitue une économie solide, et avec ce capital qu'on crée les entreprises à objet social. Et ce sont ces sociétés qui font vivre, qui vont donner le pouvoir d'achat et les conditions de vie décentes des citoyens d'un pays. Mais pourtant, on dit que... Quand en 1963, on prend le pays avait un PIB très élevé, le pays avait un taux de scolarité très important, le pays formait les cadres africains. Quand le président Massamba Deba arrive avec son mouvement national de la révolution, néanmoins, du point de vue idéologique, c'est un échec. Du point de vue économique, c'est une réussite. Après tout, vous savez, les idéologies, mais ce qui est le plus important dans un pays, ce sont les économies. Je pense que s'il y a une critique que je peux faire, c'est qu'on n'a pas permis au bébé Congo, qui venait d'être déclaré le 28 novembre 1958, qu'on venait de déclarer de manière arbitraire adulte, donc indépendant, parce qu'on ne peut pas être indépendant. Il lui fallut laisser le temps qu'on forme les cadres.
le Congo, on a formé les cadres congolais administratifs, mais on n'a pas formé des gestionnaires de l'économie du Congo. Nous manquons des gestionnaires, nous manquons des économiques, nous manquons des financiers, nous manquons des monétaristes. Ce sont ces structures-là, ce sont ces catégories de cadres qui font fonctionner l'État. Alors que nous avons, on a formé des enseignants, mais les enseignants ne font pas tourner l'économie. Et pour preuve, quand le MNR crée, ou tout au moins par la politique impulsive du président Massamba Deba avec le Premier ministre d'abord, Pascal Lissouba, il faut lui rendre hommage que c'est un grand cadre, c'est un grand technicien, c'est un ingénieur formé, au même titre que Ambroise Noumazalaï, qui était son ministre, je crois, de l'agriculture, même si, du point de vue idéologique, entre Pascal Lissouba et Ambroise Noumazalaï, ils se frictionnent parce que Pascal Lissouba souhaite qu'il n'y ait pas d'État. Ça, c'était sa philosophie. Noumazalaï souhaite que c'est le parti qui doit diriger l'État. Voilà les deux tendances qui ont miné le pouvoir du président Alphonse Massamba Deba. En réalité, je crois que l'erreur, ou tout au moins l'échec du président Massamba Deba a été dû du fait qu'il a eu des collaborateurs qui ne se connaissaient pas. Il a dû faire un consensus non consensuel et les divergences se sont exprimées dans son gouvernement. Et c'est ainsi que quand le Premier ministre Pascal Lissouba est nommé Premier ministre, chef de gouvernement, il ne s'entend plus avec son ami. Quand, je vous le dis, ils étaient ensemble en Europe. Ils ne s'entendent plus. Et quand le président Massamba Deba nomme Ambroise Noumazalaï Premier ministre, il ne s'entend plus non plus avec Pascal Lissouba. Parce que autour du président Massamba Deba, il n'y a pas eu une équipe serrée qui se connaissait. Plus tard même d'ailleurs, le président Massamba Deba va chasser, entre guillemets, Ambroise Noumazalaï du gouvernement, va sortir Ambroise Noumazalaï du gouvernement. C'était donc dû à ces conflits d'idéologie. D'idéologie, parce que le président Massamba Deba, bon chrétien qu'il était, ne pouvait pas imaginer que le parti soit au-dessus de l'État, alors que c'est l'État qui doit tout résoudre. Aujourd'hui, finalement, on se rend compte que c'est Ambroise Noumazalaï qui avait gagné, puisque beaucoup de temps, beaucoup plus tard, en 1960, le 31 décembre, je crois, 1969, il se crée le Parti congolais du travail. Et on dit le parti doit diriger l'État. Avant d'arriver là, parlez-nous. Ce que je regrette, c'est que le vieux Noumaz, comme on l'appelait, parce que quand on prenait lui, il aimait... Puis à son âme, puisqu'il n'est plus de ce monde. C'est devenu quand même une icône. Lui, il aimait prendre le gin, et moi, je prenais un whisky. Quand on se retrouvait dans la plus grande avenue du monde, les Champs-Élysées, au restaurant Longchamp, ce que je regrette, disais-je, c'est qu'il ne nous ait pas montré comment nous débarrasser du PCT. D'accord. Avant qu'on arrive à la création du PCT, parlez-nous un peu du niveau économique, si vous voulez, du Congo à cette époque de Massamba Deba, parce que sur le plan économique, vous avez dit, c'était une réussite. Qu'est-ce que le Congo avait comme potentiel économique ou comme potentialité à cette époque-là de Massamba Deba? Qu'avions-nous comme entreprise? Qu'avions-nous... enfin, parlez-nous un peu de l'économie du Congo à cette époque. Vous savez, à cette époque, d'ailleurs, il faut le dire, le Congo était référencé parmi les pays d'Afrique, ceux qui étaient en mesure de décoller très rapidement. On avait différentes sociétés qui étaient nées de la logique entrepreneuriale. Prenons le cas que j'ai pris en exemple récemment de l'UTT. L'UTT, on a créé l'usine de l'UTT. Sidolou, et puis finalement, la ville s'est créée. Il y a l'autre ville où il y a, je crois, la canne à sucre. En Caï. C'est
Je pense que le président Massamba Deba... C'était la SIAN. Oui. Le président Massamba Deba avait compris que le bonheur d'un peuple, c'est d'abord travailler. Parce que je disais tantôt qu'il était bon chrétien. Et il disait que dans la Bible, il est reporté que c'est à la sueur de ton front que tu dois gagner du pain. Ça veut dire qu'il faut que tu travailles. Et le président Massamba Deba, je pensais, ne pouvait pas penser que les gens ne puissent pas travailler, ne puissent pas avoir une activité. D'ailleurs, ça maintient, la mémoire. Entre autres, il y a eu évidemment la fameuse usine de Kinshudi qui est devenue un symbole de la réussite. Il y a eu, je crois, Chakona. Il y a eu l'usine de Betou, je crois. Il y a eu, je crois, il y avait Sokobois à l'époque, je ne sais pas. Bon, pendant cette période, vous êtes où, Modeste Boukadia, et où? Oh, je suis encore un jeune élève. Je suis jeune élève. J'ai fréquenté donc à l'école primaire 3 francs, une des premières écoles construites par le président Youlou, l'école laïque, parce qu'aujourd'hui, force est de constater qu'il n'y a plus d'école publique. L'État n'a plus d'école. Donc moi j'ai fréquenté une école publique, l'école de 3 francs, et puis après l'école de 3 francs, j'ai été élève à Mafa Virgile, où j'ai eu... Mafa Virgile, c'est où? Mafa Virgile, c'est l'actuel secteur des ministères, qui était, à l'époque, c'était l'hôpital général. Finalement, ils l'ont recyclé, c'était le collège Mafa Virgile, où il y avait des enseignants expatriés, où il y avait des classes d'étrangers. Bon, j'ai eu la chance d'avoir été dans les classes d'étrangers parce que, malgré tout, mes parents étaient sévères, donc j'ai fait une très bonne étude. J'étais parmi, en tout cas j'étais toujours dans les premières classes où on mettait les meilleurs élèves. On va revenir sur l'enseignement, le temps pour nous de continuer dans l'économie. D'après vous, à quel moment se passe la fracture économique du pays? Puisque Massamba Deba qui a réussi économiquement, finalement après lui, il y a eu d'autres. À quel moment vous avez ressenti la vraie fracture économique? C'était sous le règne de qui? Quand l'État a cessé d'exister, cher monsieur. À quel moment? Excusez-moi. Je disais tantôt que l'échec du président Massamba Deba, c'est d'avoir maintenu dans une équipe 2 tendances. La tendance Lissouba, qui malgré tout, sous le respect qu'il devait... Ça, c'est l'échec sur le plan idéologique. Sur Oui, le plan mais tout part de là-bas. Parce qu'on ne peut pas évacuer cette question cruciale. Nous souffrons aujourd'hui à cause de cette divergence que le président Massamba Deba n'avait pas réussi à régler entre son premier ministre Pascal Lissouba et Ambroise Noumazala. Deux tendances qui ont miné l'avenir du Congo. Puis finalement, lorsque le PCT créé le 31 décembre 1969 avec comme devise « le parti doit diriger l'État », forcément si le parti dirige l'État, l'État ne peut plus entretenir les usines, les entreprises. Puisque c'est l'État qui construit, pendant la période de Massamba Deba ou la période